Et, et, il s'agit de Omar, qui est étudiant en deuxième année, Rita également, étudiante en deuxième année. En fait, c'est les étudiants qui animent parce que nous estimons que nos étudiants en phase d'apprentissage, ils ont besoin de comprendre un peu le parcours et l'expérience de nos lauréats qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, ils ont des questions à poser, des questions qui leur permettraient certainement de mieux décrypter ce qu'il faut savoir pour qu'un jour, ils deviennent eux-mêmes des entrepreneurs, peut-être. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous avons amorcé ce cycle de conférences que nous avons intitulé Entreprendre ou Entrepreneuriat Made in HEC et bien évidemment qui va se dérouler tout au long de cette année académique. De temps en temps, on va inviter nos lauréats pour venir exposer un peu l'expérience qui, j'espère, serait inspirante pour nous tous et pour nos étudiants. Et bien évidemment, nous comptons à travers cela créer un débat de la promotion de l'esprit entrepreneurial dans les business schools. Et nous sommes interpellés, nous, en tant qu'école de commerce, par cette problématique, parce que nous formons des étudiants, certes, non pas uniquement pour être des managers dans des entreprises, mais nous formons également des étudiants pour qu'un jour, ils puissent donc découvrir et révéler leur talent d'entrepreneur, parce que nous croyons que tout le monde a un talent plus ou moins dissimulé d'entrepreneuriat. On ne croit pas trop à la version, on va dire, francophone de l'entrepreneuriat. On est plutôt dans la version, on va dire, anglophone, américaine. Tout le monde est entrepreneur. Et d'ailleurs, même en étant manager dans une entreprise, collaborateur salarié, l'esprit entrepreneurial, c'est l'esprit qu'il faut avoir, c'est-à-dire développer, entreprendre, etc. Ça, en fait, le débat que nous souhaitons aujourd'hui créer. Nous souhaitons également, à travers ça, à travers l'échange que nous comptons instaurer, enrichir notre expérience de formation et enrichir nos programmes pour qu'on puisse avoir nous-mêmes le retour qui va nous permettre d'améliorer et d'avoir un peu plus, on va dire, d'engagement dans cette voie de formation à l'esprit entrepreneurial et à la formation des entrepreneurs. Je voudrais simplement, peut-être avant de céder la parole à nos étudiants, à animer cette séquence, je voudrais simplement dire que à HEC, aujourd'hui, compte tenu de cette expertise cumulée, nous avons pensé à lancer carrément des formations spécialisées dans l'entrepreneuriat et nous avons donc du coup un cycle exécutif master sur l'entrepreneuriat que nous lançons cette année avec la collaboration de plusieurs, on va dire, experts intervenants. Bref, toute l'information est disponible sur le site de HEC. Voilà, je vais pas, donc c'est pas moi qui parle aujourd'hui. La parole est à Maria. Donc nous allons tous découvrir tout de suite. Et je cède la parole donc aux animateurs. À vous la parole. Merci. Alors, je me présente. Je suis Rita Berbiche, étudiante en première année. Je passe l'année prochaine en deuxième année. À HEC Rabat en filière administration des entreprises. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette deuxième édition du webinaire intitulé Les entrepreneurs made in HEC, qui sera présenté par Madame Young, fondatrice et CEO de Rituel Café. C'est à moi, Rita? C'est à moi la parole, Rita? Oui, je vous en prie. Madame, c'est à vous la parole. D'accord, merci beaucoup, Rita. Enchantée. Je vous en prie, merci à vous. Donc, moi, je suis Maria Djangokan, je suis CEO de Rituel Café, mais je suis une ancienne de HEC. Je suis de la promotion 2001, donc ça fait 20 ans que j'ai quitté HEC. À ce moment-là, on était encore à Agdal, on n'était pas à Riyad, on n'était pas dans le nouveau campus. Voilà, donc moi, j'ai appris beaucoup à HEC. Et c'est ce qui s'est déjà même depuis les années étudiantes que j'ai commencé à faire un peu de commerce, à exercer. Donc là, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Rituel Café. C'est une marque déposée, c'est aussi une entreprise. La marque, elle a été déposée en
août 2018 et la société, elle a été créée en janvier 2019. Donc, Rituel Café, c'est une initiative, en fait, c'est une marque éthique qui est engagée dans une économie solidaire et circulaire pour produire un café de qualité dans le respect de l'homme et de l'environnement. Et la spécificité de Rituel Café, c'est qu'on fait que du café africain, du café sur le territoire africain. Et on est positionné sur un segment gourmet parce que justement, on a envie de donner de la qualité à nos consommateurs, mais aussi on a envie de rémunérer le producteur au prix juste, hein, parce que le métier dans la caféiculture est très, très, très compliqué. Et donc, du coup, si on s'appuie que sur les prix qui sont fixés à New York pour l'Arabica et à Londres pour le Robusta, le producteur ne peut pas vivre décemment en fait de sa production. Donc c'est un parti pris dans lequel on s'est lancé, mais pour montrer aussi qu'on peut produire des choses en Afrique et que ça peut être de qualité. Je recycle aussi les déchets parce que je suis dans une économie circulaire, hein, donc je recycle les déchets qui sont issus de l'activité du café parce qu'il faut savoir que dans le café, on n'utilise que le noyau et le noyau, ça représente environ 10% du potentiel que l'arbre caféier peut produire. Donc, on a pris le parti justement d'exploiter tout le potentiel que l'arbre caféier peut nous donner. Et à ce moment-là, non seulement ça confère un revenu supplémentaire aux producteurs, mais en plus de ça, ça permet aux consommateurs de connaître tout le potentiel que le café peut offrir, mais on participe aussi à la protection de l'environnement. Donc voilà, donc ce déchet qui était destiné à être jeté, bah, il devient une matière première, une matière secondaire. Et en plus de ça, c'est pas, le coût n'est pas fixé à New York ou à Londres, comme c'est le cas de la matière première noyau de café, qui est le café qu'on connaît. Donc du coup, ça permet justement de pouvoir contourner un peu tous ces mécanismes qui influent sur le revenu du producteur. Donc voilà un peu comment décrire Rituel Café. Après, je pourrais vous parler des produits dans le détail. Voilà. Merci beaucoup, Madame Maria, pour cette introduction. Ici, étant HEC, on aimerait connaître votre parcours professionnel, c'est-à-dire que quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé jusqu'à atteindre votre poste de CEO de Rituel Café. D'accord. Bah, quand j'ai quitté HEC, donc avant on était en bac plus 4 et la première année c'était informatique et commerce, et après moi je me suis dirigée vers des études de commerce et donc j'ai soutenu, quand j'ai fini je me prédestinais à devenir auditeur parce que c'était ce qui me plaisait, j'aimais les chiffres, j'aimais ça, donc j'ai fait un stage de 9 mois dans un cabinet d'audit pour être pour vraiment m'imprégner en fait du métier. Donc je l'ai appris à l'école et j'ai voulu aller dans un cabinet pour vraiment savoir ce que c'était. Donc ça m'a plu et ça m'a permis de pouvoir passer des entretiens pour un troisième cycle, hein, parce qu'avant on n'avait pas le LMD comme vous avez maintenant. Donc j'ai passé des entretiens en France. J'ai été admise au DSS, avant ça s'appelait DSS Audit. J'ai été admise à plusieurs DSS. J'ai choisi le DSS Audit de Strasbourg. Et donc, l'année qui a suivi, donc, je suis allée faire mon DSS. Et après ça, donc, j'ai fait encore un stage dans un cabinet d'audit. Mais il est arrivé que je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que ça devenait répétitif en fait. Et j'avais déjà la fibre entrepreneuriale. Donc les cycle achat, cycle achat fournisseur, cycle vente client, cycle taux. Et chaque année, on recommence. Et je me suis dit, ben, non, j'ai envie de quelque chose de plus où je vais être plus impactante en fait. Et donc, je me suis inscrite dans un master en stratégie d'entreprise pour pouvoir diriger, parce que je me prédestinais maintenant à pouvoir créer ma propre entreprise. Donc, un double master, un master en stratégie des entreprises, un master en stratégie à l'international et en partenariat avec une université de Brighton en Angleterre. Et donc ça, j'ai terminé ce master. Donc sur les 2 années qui ont suivi, j'ai fait ce master. Et après ça, ben, voilà, je suis rentrée dans une entreprise
En tant que manager, c'était chez Carrefour. Hein. Avant, c'était la partie Carrefour Market s'appelait avant Champion. Donc, je suis rentrée en tant que déjà analyste crédit dans une entreprise, analyste crédit immobilier dans une entreprise. Ensuite, c'était Inenfi Crédit. Ensuite, je suis allée chez Carrefour Market en tant que manager de rayon. Après cela, j'ai été on va dire plutôt la partie relation client, mais la partie gestion des litiges, gestion du recouvrement chez CK Pitney Bowes. C'est une entreprise qui fabrique les machines d'affranchissement. Après cela, j'étais responsable d'un pôle industrie dans une autre entreprise d'archivage Recall sur la partie industrie France, le nord de la France et Paris. Après cela, je suis allée en supply chain, voilà, parce que je faisais en fait plusieurs postes pour pouvoir maîtriser en fait certains aspects de l'entreprise. Et j'ai bifurqué en supply chain. J'ai été approvisionnaire acheteur, j'ai été chargée de clientèle internationale en relation avec le Moyen-Orient. J'étais coordinatrice ADV, donc j'ai fait plusieurs postes en fait au sein de la supply chain. Et après ça, j'étais mûre maintenant pour pouvoir créer ma propre entreprise. Et voilà comment je me suis, en 2017, j'ai arrêté de travailler pour pouvoir me lancer maintenant dans ma propre activité. J'ai décidé que ce serait le café. Donc, je me suis formée encore dans le café parce que je me dis pour pouvoir maîtriser en fait parce que quand on est à l'école, pour moi, on fait des études pour pouvoir embrasser un métier. Donc là, ça devenait un métier dans le café. La partie entrepreneur, j'avais déjà été suffisamment formée comme ça, mais dans la partie café, je découvrais tout. Donc, je me suis formée pendant 2 ans au métier de la caféologie et j'ai fait toutes les étapes. Et comme j'avais été en supply chain, j'étais déjà en relation avec les fournisseurs et tout, donc j'ai décidé de pouvoir intervenir sur toute la chaîne de valeur du café. Donc, je source mes propres cafés, j'ai été approvisionneur, j'ai été acheteur, donc je connaissais cette partie-là. Donc, je source mes cafés, j'importe mes cafés, j'avais appris dans ma vie professionnelle avant et managériale et tout ça. Et ainsi de suite, j'ai commencé à faire en grain, j'ai commencé à transformer des produits en répondant à plusieurs problématiques. Et puis, voilà comment Rituel Café est arrivé où je suis. Et voilà. Très bien. D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre parcours qui est un parcours très, très intéressant. Et on aimerait bien savoir d'où vous est venue l'idée de vous lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi le café et pas un autre produit. D'accord. En fait, je pense que j'étais une entrepreneur dans l'âme. En fait, quand on est une entrepreneur dans l'âme, à un moment donné dans l'entreprise, on arrive à ne plus se sentir à sa place. Donc, je faisais les deux, je commerçais. Et ce qui me plaisait plus, c'était vraiment cette relation avec le client, cette manière de répondre à des problématiques, hein, cette manière de résoudre des problèmes. Et j'étais arrivée à un moment où ma place n'était plus en entreprise, où j'avais besoin de créer. Donc, le besoin, il était déjà là. Et puis, depuis étudiante, je commerçais. Moi, quand j'étais au Maroc, je rentrais en vacances, je ramenais des boubous, des djellabas, des djellabas, des babouches. Voilà, je ramenais des produits de l'artisanat marocain, je ramenais en Côte d'Ivoire et je le vendais. Et je faisais la promotion de l'école aussi auprès de mes amis. Je les recevais. Donc, j'avais vraiment cette fibre entrepreneuriale. J'accueillais les nouveaux étudiants. Donc, j'aimais ça déjà depuis étudiante. Et quand l'envie, en 2017, quand je n'en pouvais plus d'être salariée, j'avais vraiment, j'étais boulimique de cet entrepreneuriat-là. Je me suis dit, bon, ben, dans quoi je vais me lancer? Je ne suis plus en train de faire de l'achat et de la revente quelque chose d'assez simple. Je veux en faire un vrai métier. Et pour en faire un vrai métier, il faut que je trouve quelque chose dans lequel je vais vraiment m'épanouir, où je vais sans cesse innover,
et donc, je suis partie de mon pays d'origine. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Donc, je me suis dit, bah, écoute, la Côte d'Ivoire est connue pour produire du café et du cacao. Voilà une bonne base. Et le slogan en fait de ce pays, c'est le succès de ce pays repose sur l'agriculture. J'ai dit, bon, si le succès de ce pays repose sur l'agriculture, voilà une bonne base, je vais partir à partir de l'agriculture. Donc, on parle de cacao, je me dis, mais cacao, non, je ne peux pas parce qu'il y a tellement de gens qui font du cacao, je ne vais pas être assez innovante, en fait, je ne vais pas apporter ma pierre à l'édifice, j'ai vraiment envie d'être impactante parce que moi, mon but, c'était d'être impactante. J'ai envie de créer quelque chose qu'on puisse remarquer, en fait. Je n'ai pas juste envie d'être dans la masse et tout ça. Et j'ai regardé le café, je dis, ben, écoute, je me parle à moi-même très souvent. Je dis, ben, écoute, la Côte d'Ivoire est 15e exportateur mondial de café, alors qu'il y a quelques années, on était parmi les 3 premiers. Donc, on a régressé. Donc, il y a une problématique qui existe. Les caféiculteurs ont délaissé cette culture parce que ce n'était pas très bien payé. Ils se sont tournés vers d'autres cultures, la qualité a régressé, la production a régressé. Voilà des challenges intéressants pour moi. Mais avant de faire ces challenges-là, faut que je sache en fait de quoi il s'agit. Donc j'entends café, mais j'avais jamais été dans une plantation de café, je consommais pas de café, et donc je me dis pour être crédible, il faut que je commence par là en fait. Et je décide d'aller à un salon qui parle de café, et là il y a plusieurs acteurs du secteur café, mais en fait il faut savoir que c'est vaste, ce secteur d'activité est vaste. Moi quand j'entendais un salon du café, je m'attendais à voir des planteurs, des producteurs de café à ce salon. Mais je n'ai pas vu ça, j'ai vu plutôt des acteurs de la chaîne, du dernier maillon de la chaîne de valeur, on va dire les producteurs de machines, quelques importateurs, mais les tout premiers acteurs, je ne les ai pas vus en fait. C'est comme si on fait un salon sur l'huile d'olive et on n'a pas de producteur d'huile d'olive. Enfin, je ne sais pas. Moi, ça m'a paru aberrant. J'ai trouvé cela choquant. Et je me suis dit, mais tiens, c'est là où je dois vraiment m'illustrer. Et je vais me porter ambassadrice, je vais me donner le titre d'ambassadrice de ces producteurs-là. Et je voyais que les cafés africains n'étaient pas très présents, en fait, sur ce salon. Donc, en fait, cette curiosité-là m'a amené à mieux cerner le secteur dans lequel j'allais partir et l'orientation dans laquelle j'allais me diriger. Et ben, du coup, j'ai décidé de prendre des formations parce que je sais ce que je vais faire. Maintenant, il faut se former. C'est comme à l'école, on a envie d'embrasser tel métier, il faut se former, on va à HEC, on se forme. Donc, je vais dans des écoles, je vais voir des profs qui donnent des cours de caféologie. Je commence par un cours de dégustation. Pour voir est-ce que ce que j'ai pensé répond à ce que je vais aller consommer. Parce qu'en vendant, il faut que j'arrive à convaincre aussi mon entourage, mais il faut que je sois aussi conseillère. Donc, je commence par des cours de dégustation, après des cours de barista, parce qu'il faut savoir faire la boisson et tout, quels sont les paramètres qu'il faut maîtriser. Après les cours de barista, les cours de brewing. Brewing, c'est toute la partie méthode douce du café, un peu comme le thé et tout. Donc, il y a des paramètres qu'il faut maîtriser. Je vais faire des cours de cupping, de dégustation à la brésilienne pour pouvoir habituer mon palais. Voilà, plusieurs disciplines en fait dans la caféologie. Et là, je décide, au bout de 6 mois, je décide d'aller à l'origine pour aller sourcer mes propres cafés. Donc, je vais au Rwanda, Ouganda, Kenya. Et puis, voilà, là, je me confronte maintenant à la partie. Donc, je fais tout ce qui est café vert, tout ce qui est importation, quels sont les critères, comment, depuis la graine jusqu'à à la mise en sac, en fait, toutes ces étapes-là, au stockage et tout ça, j'apprends sur le terrain et je source en même temps mes propres cafés. Donc, j'établis mon cahier des charges, je suis accompagnée d'une prof, voilà. Donc, voilà tout le parcours que j'ai fait et comment je suis arrivée au café et comment j'ai développé en fait. Parfait. Alors, vous avez certainement fait face à des difficultés lors du lancement de votre projet. Est-ce que vous pouvez nous en faire part? Oui, comme tout entrepreneur, c'est les moyens financiers. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Mais
j'étais pas gourmande. J'étais pas gourmande parce que j'avais envie que mon projet aboutisse et j'avais envie d'aller étape par étape. Comme j'avais une expérience en tant que micro-entrepreneur, je faisais quelques petits business, comme on peut le dire. Donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais aller étape par étape. Je vais financer ma propre formation en prenant certains modules. Ensuite, quand j'ai un peu de sous, je vais déposer mon nom de marque. Je l'ai déposé à mon nom propre d'abord. Ensuite, quand je finis de faire ça, je teste le marché pour voir si les gens y répondent vraiment à la problématique, s'ils répondent vraiment à ce que j'ai pensé, moi, est-ce que ça correspond vraiment à ce public? Et j'ajuste. Une fois que j'ai fait ces recadrages, j'ai créé la société parce qu'il fallait déposer des fonds, parce qu'il fallait... Donc, j'ai fait tout étape par étape et après, j'ai demandé un crédit. J'ai demandé un crédit à un organisme qui s'appelle l'ADI ici en France. C'est un organisme qui aide les petits entrepreneurs avec des prêts jusqu'à 10 000 euros. Je me suis dit, c'est parfait pour moi, ça me permet de maîtriser en fait ce business dans lequel je vais rentrer. Donc, je viens leur montrer toutes les étapes que j'ai franchies et ça a séduit. Je n'ai même pas déposé un business plan. Ils n'ont même pas eu besoin du business plan en fait. Moi, j'avais mon business plan, hein. Tout était fait, tout comme il fallait. Mais ma motivation, le fait que j'ai investi dans ma propre formation pour pouvoir exercer le métier, ça a été un bon point pour l'organisme qui va me prêter l'argent. Ils m'ont dit, ça montre que tu es motivé. Ça montre que quels que soient les obstacles, hein, tu vas les résoudre pour pouvoir atteindre ton but. Et en plus de ça, tu as un niveau intellectuel, tu as un master, tu as déjà travaillé. Donc, au pire des cas, si ça ne fonctionne pas, tu peux encore te remettre dans la vie professionnelle. Voilà. Et ensuite, tu es allé toi-même à l'origine pour pouvoir sourcer. Donc, ça fait énormément de points pour juger de ta motivation et de ta capacité. Et moi, je leur ai montré un produit fini, en fait, et j'ai expliqué tout le concept. Mais avant ça, j'ai accusé des refus. J'ai vu un autre organisme qui m'a dit, mais ton projet, il ne tient pas la route, ça, c'est rien et tout ça. Mais ça ne m'a pas découragée, en fait. Donc, je leur ai dit, voilà, j'ai été... cet organisme, ça me l'a refusé. J'ai une autre personne, un particulier qui m'a refusé en me disant, ben voilà, j'étais pas prête. Et moi, je dis, mais c'est eux qui n'ont rien compris, en fait. Moi, je sais que mon projet, il tient la route. Donc, je suis quand même allée. Donc, je ne me suis pas découragée. Les finances, c'est un problème. Ensuite, j'ai fait un crowdfunding pour pouvoir lever des fonds. Mais c'était sur une plateforme où j'ai levé que 5 000 euros. C'était ça, en fait, mon objectif. Mais je teste, à chaque fois, je teste comment les gens réagissent, en fait, au projet. Comment des gens que je ne connais pas sont prêts à m'accompagner pour que je puisse créer, en fait, cette entreprise. Et voilà. Donc, l'obstacle, c'était les finances, mais j'ai pu aller petit à petit contourner ça et puis avoir ce financement. Parfait. Alors, vous avez dit tout à l'heure... Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir Oui, Oui, bien sûr. Je vous en prie. C'est vraiment ce que vous dites, c'est vraiment pour moi, en tout cas, en tant que directeur d'HEC, c'est vraiment inspirant, à mon niveau, en tout cas, parce que comme au moment où on était en train de préparer cette conférence, vous m'avez un peu raconté l'histoire et je vous ai dit de manière un peu spontanée, j'aimerais bien écrire une étude de cas sur ça pour que cette étude de cas soit enseignée et partagée avec le reste. Effectivement, je retrouve là les éléments structurants d'une étude de cas que je voudrais bien. Je ne suis pas en train de faire la synthèse de ce qui a été dit. Je voudrais simplement partager avec vous quelques éléments qui pourraient par la suite alimenter un peu le débat et la discussion. Et là, je m'excuse, Rita, pardon, je vous ai pris Non, non, je vous en prie. Rapidement, c'est comme ça pour qu'on ait quand même un échange. Moi, je crois que la première des choses à retenir, ce sont des aspects, on va dire, qui ont attrait à la personnalité, à la personne elle-même, c'est-à-dire ce que Maria nous disait tout à l'heure,
vouloir impacter son environnement, impacter les gens. Et là, bien sûr, c'est l'âme d'entreprendre. Autrement dit, un entrepreneur ne cherche pas à gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, on peut le faire de différentes manières, mais chercher à créer du bonheur autour de lui, à transformer la vie des gens, etc. C'est ce que recherche véritablement l'entrepreneur. Mais ça, cet état d'esprit, cette âme, on peut la travailler, c'est-à-dire ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est-à-dire il faut qu'il y ait derrière des programmes de formation qui stimulent un peu cela, ce qui révèle cela, parce que nous avons tous en nous donc cet entrepreneur qui veille en nous. Ça, le premier élément d'enseignement que j'ai retiré de l'intervention de Maria. Deuxième élément, il y a un certain nombre d'aspects qui ont trait au comportement, à la personnalité. Il faut être curieux, il faut toujours être dans la recherche d'informations, etc. Il faut également avoir du courage. Il faut avoir la confiance en soi. Au moment où tout le monde va vous décourager, vous croyez, vous, en l'idée et vous allez jusqu'au bout, etc. Et ça, ce sont des aspects, on va dire, sur lesquels nous pourrons peut-être engager des discussions, etc., pour conceptualiser, pour trouver quels sont les concepts forts qui constituent, enfin, c'est les éléments du puzzle d'une personnalité d'un entrepreneur et que nous pourrons par la suite développer dans le cadre des soft skills, de l'enseignement, du développement personnel, etc. Moi, je parle en tant que… Enfin, c'est l'école qui parle, hein, c'est l'école. Et puis, dans l'entrepreneuriat, il y a un élément très important. Il faut avoir de l'expérience parce que c'est l'expérience professionnelle qui va sauver par la suite l'entrepreneur, qui va lui permettre de s'appuyer sur quelque chose de solide. Aujourd'hui, si Maria a entrepris le sourcing, etc., c'est parce que du café, et du coup, elle va économiser énormément, elle va maîtriser son produit, d'autant plus qu'elle est dans un concept de bio, etc. Et vous savez, la traçabilité, elle est très importante. Et c'est grâce justement à cette expertise, cette expérience qu'elle a acquis sur le terrain, donc qui lui a permis de peaufiner davantage son concept. Donc l'expérience, elle a été manager de rayon, elle a certainement managé des femmes et des hommes, donc le management RH, etc. Tous ces aspects, donc l'expérience est très importante. On ne se jette pas comme ça dans l'entrepreneuriat. Les étudiants, au moment où ils finissent, ce serait conseillé, souhaitable qu'ils fassent une première expérience. D'ailleurs, l'expérience professionnelle, on peut l'acquérir également pendant les études, c'est-à-dire pendant les stages, pas forcément travailler. Non, on peut, à partir des stages, cumuler. D'ailleurs, les cursus aujourd'hui qui se respectent sont des cursus qui donnent la possibilité aux étudiants de faire des stages en première, deuxième, troisième, etc. Et là, c'est une expérience professionnelle. Après, ils peuvent rapidement, après la diplomation, se lancer, mais n'empêche qu'ils ont déjà une première expérience. Et puis, un autre élément, et je m'excuse si je suis un peu lent, parce que normalement, c'est Maria qui doit prendre la parole ce soir, ce n'est pas moi. Il faut, un entrepreneur, il faut trouver l'idée. Et cette idée, ce n'est pas facile, mais l'idée, c'est dans le sens d'opportunité de marché. Et donc, et justement, lorsque Maria nous parlait de ses origines, de la Côte d'Ivoire, de l'agriculture, etc., après, elle a transformé tout ça en opportunité de marché. Il ne suffit pas de revenir à ses sources pour dire, voilà, non, mais il faut trouver l'opportunité de marché et l'idée. Et enfin, un autre élément qui me semble important, c'est qu'à un certain moment, il faut se mettre à la formation, il faut se former. Et donc, là, il y a le concept de la formation tout au long de la vie. Il ne faut jamais s'arrêter. Donc, la formation continue tout au long de la vie. Et ça, c'est également un concept fort qui doit, bien sûr, nous permettre de perfectionner les ressources et de préparer les dirigeants, etc. Et bien évidemment, il y a l'aspect opérationnel, c'est-à-dire le savoir-faire. Hein. Un projet, c'est un financement, c'est des process, c'est le sourcing, c'est la logistique, c'est le commercial, etc., etc. Voilà un peu grosso modo ce que j'ai retenu et qui peuvent éventuellement structurer un peu une étude de cas. Et là, ce n'est que partie remise. Nous reprendrons le contact avec Maria. Peut-être pas moi, mais nos professeurs-chercheurs, on a des profs, on a un laboratoire de recherche, on a des chercheurs qui peuvent s'intéresser à la question et qui peuvent donc créer tout simplement l'étude de cas que nous partagerons avec nos étudiants dans les salles de cours
pour leur formation. Voilà, merci. À vous la parole, Rita. Hein. Merci beaucoup, M. Awad, pour Remarque votre peut-être. intervention. Merci beaucoup. Alors, Merci. je reviens vers vous, Madame Maria. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez été formée dans le domaine du café. Est-ce que la formation est suffisante pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou faut-il acquérir de l'expérience avant de démarrer son propre projet? Oui et non. Parce que la formation, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'elle est aussi pratique. Donc, du coup, elle n'est pas que théorique. Par exemple, la formation de barista, pendant qu'on est en train de se former, on pratique en même temps. Sinon, on ne pourra jamais savoir. On ne va pas savoir quels sont les paramètres pour faire un bon espresso, comment ça coule, comment on tient le porte-filtre, comment on règle la machine. Voilà, donc on est obligé de pratiquer. Et quand on va aussi à l'origine, le fait que je sois allée sur le terrain, c'est pour voir aussi comment ça se fait, comment on cueille les cerises. Elles sont mûres, il faut que je les cueille, il faut que je pèse. C'est là où moi je me rends compte aussi de la pénibilité du travail. Voilà, donc pendant qu'on se forme, c'est une formation qui est pratique. On peut après, tout de suite, créer son entreprise quand on le souhaite, quand on est prêt. Ou alors travailler pour une entreprise qui est déjà dans le café quand on n'est pas assez sûr, quand on a besoin de plus de temps, parce que ça dépend des êtres humains. Donc, quand on a besoin de plus de temps, à ce moment-là, effectivement, on peut prendre du temps. Mais la formation, elle est pratique et c'est ce qui est intéressant. Donc, on peut se lancer tout de suite. Parce que c'est des formations très ciblées. Il peut y avoir une formation sur ouvrir son coffee shop. Donc, on t'apprend à ouvrir ton coffee shop. On t'apprend à gérer tes finances. On t'apprend, voilà. Et il faut savoir aussi que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne va jamais être à 100% prêt avant de se lancer. Donc, du coup, il faut aussi faire ces petites erreurs. C'est vrai qu'il faut être formé, et ben, il faut pouvoir faire ces petites erreurs pour pouvoir réagir en fait. Et chaque catégorie, parce qu'il faut catégoriser aussi les clients auxquels on s'adresse. Chaque catégorie de clients est différente. Et puis, il faut se différencier aussi sur son marché. Donc, on t'apprend la base, mais le secteur sur lequel tu vas te positionner, il faut que tu aies des éléments de différenciation. Le café, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Donc, en rentrant dedans, bah, il faut apporter des choses. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai développé d'autres produits. En plus de la formation que j'ai reçue, j'ai développé d'autres produits. J'ai fait beaucoup de recherches. Je me lance dans tout ce qui est recherche agroalimentaire. Je crée des boissons, je développe des produits cosmétiques à partir de mes propres produits. Mais ce n'est pas ce que j'ai appris. Moi, j'ai appris à sourcer le café, à faire une boisson café et tout. Mais après, le reste, hein, c'est ma curiosité et mon élément de différenciation que je veux apporter pour pouvoir me maintenir sur ce secteur d'activité. Moi, j'aurais une question, Madame Maria. Et c'était de savoir, c'est que vous avez, comment dire, vous avez eu beaucoup de postes dans votre carrière professionnelle. Est-ce que selon vous, il fallait obligatoirement passer par là pour être entrepreneur ou bien c'était juste un choix de... C'est-à-dire que si par exemple, moi, je veux devenir entrepreneur, est-ce que je suis obligé de passer par tous ces détails-là pour devenir un grand entrepreneur comme vous? Non, 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 pas du tout. Et la différence justement entre les francophones et les anglophones, je sais que quand quand je venais avec mon CV, quand je cherchais du travail, on me disait ah mais vous avez fait beaucoup d'expérience et tout, ça peut ça peut être considéré comme quelqu'un d'instable et tout. Je dis non, justement c'est une richesse. Hein, parce que bah, ça veut dire que je suis quelqu'un qui peut m'adapter et qui peut exercer dans plusieurs types d'activités. Je vais vous apporter l'expérience que j'ai acquise là-bas. Non, ça dépend de la personnalité des personnes. Donc, il y en a, par exemple, ils savent que ben, ils sont prêts, ils ont fait une expérience là, ils sont prêts, ils vont se lancer. Moi, dans mon cas, c'est ma dernière expérience en supply chain, 5 ans en supply chain avec ces 3 différents postes dans la même entreprise qui m'ont permis de pouvoir sourcer en
en fait mes produits. Mais l'expérience de manager que j'ai eue me permet, moi, de pouvoir manager une équipe, de pouvoir diriger une équipe. L'expérience que j'ai eue dans la relation clientèle et dans la gestion des litiges et du recouvrement me permet justement de pouvoir avoir des objectifs, de pouvoir répondre à des objections. Donc, moi, en fait, c'est quelque chose qui m'a servi. Après, ça va dépendre du secteur dans lequel vous allez vous lancer. Vous n'aurez peut-être pas besoin de tout ça, en fait. Donc, moi, j'interviens sur un secteur qui est très large, en fait, de l'arbre jusqu'à la tasse et au-delà avec le recyclage. Donc, ces expériences-là, même monter un dossier de crédit et tout, donc pouvoir regarder des chiffres et tout ça, moi, ça m'a servi. Mais on n'est pas obligé. Tout dépend de la personnalité des gens, tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Voilà. Vous pouvez être dans des entreprises, vous n'aurez pas besoin de sourcer, par exemple. Vous n'aurez pas besoin de mettre en place des flux logistiques. Moi, j'ai eu besoin de mettre en place un flux logistique. Pourquoi? Parce que je suis dans un pays, la France n'a pas de relation avec les pays de l'Afrique de l'Est. C'est des pays qui n'ont pas été colonisés par la France. Donc, les flux logistiques ne sont pas très réguliers comme la France et le Maroc ou la France et la Côte d'Ivoire. Donc, il faut mettre en place des flux logistiques. Et ça, c'est mon expérience qui m'a permis de pouvoir le faire parce que j'étais dans une entreprise où on mettait des flux logistiques en place en fonction de plusieurs pays. On travaillait avec l'Asie, l'Arabie Saoudite, la Russie. Voilà. Donc, tous ces pays-là n'ont pas les mêmes flux logistiques. Donc, moi, ça m'a permis de pouvoir le faire. Mais il y a des entreprises, vous n'aurez pas besoin, vous aurez peut-être tout sur place. Donc voilà, ça dépend en fait des gens. Avec la crise que nous connaissons aujourd'hui, quel est l'impact de cette crise sur votre société, par exemple? Avec quoi? Avec la crise d'aujourd'hui, quel est l'impact de cette crise sur votre société? Oui, la Covid nous a beaucoup affectés. Vous savez qu'en Europe, en tout cas dans les pays occidentaux, pardon, on a été très affectés. Et en Afrique de l'Est aussi, il y a eu aussi la Covid. Hein, il y a eu la Covid dans tout le monde entier. Donc du coup, ça a stoppé les envois de marchandises. Ça a stoppé les envois de marchandises. Les producteurs n'ont pas pu aller au champ. Il y a eu des lockdowns, des confinements. Donc les gens n'ont pas pu aller travailler. Ensuite, les restaurants étaient fermés, donc on a des clients qu'on livrait, des entreprises, des restaurants étaient fermés, donc on ne pouvait plus les livrer. Ça fait une baisse du chiffre d'affaires, mais ça a permis de développer, par exemple, le commerce en ligne. Mais le fait qu'on n'ait pas l'approvisionnement nécessaire pour pouvoir travailler notre produit, avoir notre matière première. Donc, du coup, l'activité, elle a quand même baissé. Et il n'y avait plus d'événementiel. Moi, je faisais beaucoup d'événementiel. Il n'y avait plus d'événementiel. Donc, du coup, ça a aussi eu un impact sur le chiffre d'affaires. Mais ça m'a permis, moi, par exemple, de partir en Afrique. Moi, j'ai commencé en France et là, au mois de mai, je suis allée ouvrir sur la Côte d'Ivoire parce qu'en regardant, ils ont été moins impactés que nous en Europe. Ils n'ont pas eu de confinement, peut-être la première année, juste quelques semaines, mais pas beaucoup. Et donc, l'activité continuait. Et je me suis dit, voilà, je vais aller plutôt de l'autre côté. Ça fait que je vais avoir ma matière première sur place. Les flux entre la France et la Côte d'Ivoire n'étaient pas fermés, ce qui n'était pas le cas avec l'Afrique de l'Est. Donc, ça a permis aussi de pouvoir restructurer, réorienter en fait sa stratégie et puis prendre le bon côté des choses parce qu'il faut continuer à évoluer. Je vais poser une dernière question qui est un peu indiscrète. C'est-à-dire, en tant que femme, moi, j'admire beaucoup votre engagement de se faire remarquer, de vraiment impacter les esprits et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que c'est une image que beaucoup d'hommes et de femmes en Afrique devaient s'inspirer. Mais juste une question, c'est-à-dire comment vous vous définissez en tant que femme entrepreneur? Je sais qu'il n'y en a pas trop dans le secteur dans lequel vous êtes, mais comment vous vous définissez en tant que femme entrepreneur en fait?
Moi, déjà, je me définis comme étant une afro-caféologue. Donc, je suis une femme afro-caféologue et le fait que j'intervienne sur toute la chaîne de valeur, voilà. Donc, je suis entrepreneur dans le café, donc je suis afro-caféologue. Et la caféologie, c'est la science du café. Donc, c'est l'art et la science de la dégustation visuelle, olfactive et gustative des cafés fins de terroir. Donc, du coup, en tant qu'afro-caféologue, pour moi, ça définit tout, en fait. Et femme afro-caféologue. Afro pour dire que je fais des produits, des cafés d'origine Afrique. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour vous, Madame Maria. Alors, quelles sont, je dirais pas les qualités, mais plutôt les critères qu'il faut avoir un entrepreneur? D'accord. Un entrepreneur doit être résilient, doit être courageux. Et en plus, M. Watt, il a un peu listé ça. Un entrepreneur doit aussi avoir confiance en lui. Un entrepreneur, s'il a de l'expérience avant, c'est très bien. Donc, un entrepreneur doit avoir l'idée qui va le démarquer. L'entrepreneur doit faire en sorte de se démarquer. On ne va pas créer un produit qui n'existe pas du tout. C'est rare, ça peut exister, mais on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour créer le produit qui n'existe pas. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va vouloir impacter son environnement, qui va vouloir apporter quelque chose et qui va se démarquer de ceux qui étaient là avant. Pourquoi les gens viendraient vers moi plutôt que d'aller vers d'autres, voilà. Et puis, tout le monde ne va pas forcément adhérer. Donc, l'entrepreneur doit s'attendre à cela. Plutôt que de se laisser décourager parce qu'une personne n'a pas adhéré à son idée ou à son projet, il doit justement chercher à convaincre ces personnes-là. Et j'ai des exemples. C'est ce qui a fait que j'ai développé aussi plusieurs produits parce que quand j'ai commencé, quand je disais que je voulais faire du café, on me sortait mais moi, j'aime pas le café, j'aime le thé. Je dis, ok. Donc, je regarde la composition du thé, je regarde la composition du café, ok. Si la première chose, c'est que la personne, elle n'aime pas la caféine, je lui dis, mais non, si tu connaissais la composition du thé, tu allais savoir qu'il y a de la caféine dedans. Donc, il faut que moi, je trouve un produit parmi ce que je fais, parce que moi, je veux que le café soit mon produit principal. Donc, à partir du café, je vais créer des infusions. Et pour ça, je vais utiliser la peau et la pulpe de la cerise de café pour en faire une infusion. Donc, c'est comme du thé. Donc, une personne qui veut prendre du thé et qui ne veut pas prendre du café, je lui dis très bien, là, on a très peu de taux de caféine. Donc, ça devient un argument, en fait, pour moi. Pourquoi j'ai développé ça? Parce que j'ai été dans les litiges, j'ai été dans la résolution des litiges, j'ai été au niveau 3, en fait. Donc, du coup, je sais résoudre en fait ce litige-là. Donc, la personne, elle me dit ça, ok. Donc, ça fait que les personnes qui ne voulaient pas de café et qui aimaient le thé avaient quelque chose à trouver chez moi. Après, il y a des personnes qui n'aiment ni thé ni café. Je dis, ok, cette personne-là, elle prend soin de sa peau. Le café, je peux l'utiliser pour faire des produits cosmétiques. Et en plus, c'est un déchet qu'au lieu de jeter, moi, je vais le réutiliser. Donc, ça va me faire une ressource supplémentaire pour moi et ce déchet-là devient une matière première. Donc, voilà. Ça fait que quand une personne ne sait pas, n'aime pas ou ne veut pas, je crée. Donc, l'entrepreneur doit pouvoir s'attendre à ça. Quand il y a un refus, c'est un moyen justement. C'est vrai qu'on ne peut pas vendre à tout le monde. Moi, il y a des gens à qui je ne vends pas parce que ce n'est pas des personnes certainement à qui je m'adresse. Par contre, je veux que les personnes, je veux que tout le monde se sente intéressé et impacté par ce que je fais. Donc, du coup, chercher des choses. Le café, pour moi, doit s'imposer dans le quotidien de tout le monde. Donc, tout ce qui vient du café, qui peut être dans le quotidien des gens, c'est ce que je fais. Donc, un entrepreneur doit pouvoir penser à ça et ça permet de le faire, de se distinguer, d'être courageux, d'être résilient, de créer, d'être innovant. Parce que faut pas que les gens s'ennuient aussi en se disant c'est toujours la même chose qu'elle propose et tout. Voilà. Faut créer des événements pour chaque nouveau produit. Par exemple, même un café que je fais rentrer. Aujourd'hui, c'est le café du Rwanda. Demain, c'est le café de la Côte d'Ivoire. Après-demain, c'est le café de RD Congo. Voilà. Donc, avec le même produit, essayer d'être toujours innovant pour pas lasser en fait sa clientèle. Et moi, j'aurais une dernière question.
C'est-à-dire que moi, je me dis qu'en tant qu'entrepreneur, on se fixe des objectifs, en fait. Et une fois ces objectifs atteints, et c'est-à-dire comment vous arrivez à vous fixer un autre objectif qui est plus élevé que celui que vous avez atteint? Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous motive en fait à faire plus que ce que vous avez fait l'année précédente? Ben, en fait, faut être aussi attentif à son entourage. C'est les objectifs, quand je me les fixe et tout, il y aura forcément un client ou il y aura quelque chose qui n'aura pas correspondu à quelqu'un qui va faire que ça va devenir un objectif. Euh, Par exemple, si je décide de faire que 3 pays cette année, d'atteindre un certain nombre de chiffres d'affaires et que j'ai un client qui me dit, ah, mais j'aurais aimé, par exemple, donc j'écoute aussi des suggestions. Ça rentre en fait dans l'établissement des objectifs que je me fixe. Par exemple, on me dit, mais on est au Maroc et tout, j'ai étudié à HEC, on m'appelle au Maroc où les gens me demandent si je ne viens pas, mais ça devient un objectif en fait. Et cet objectif-là va rentrer aussi dans l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, je vais calculer, OK, ça fait un nouveau pays, c'est bien, mais en plus, comment ça va être rentable pour moi? Comment je vais. Donc voilà, les objectifs, on les fixe au fur et à mesure qu'on avance. Quand on a atteint un objectif, il y a toujours cette opportunité parce qu'il faut être à l'écoute des opportunités. Donc il y aura toujours cette opportunité qui va venir augmenter les objectifs. Après, même les clients, si aujourd'hui je fais quelque chose qui te plaît, tu me dis, bah, écoute, j'ai une entreprise et tout, et j'ai envie que tu me fasses des cadeaux de mon entreprise. Donc, ça vient augmenter mon chiffre d'affaires. Ça rentre, j'avais peut-être pas pensé à ça. Ça vient augmenter mon chiffre d'affaires. Je dis, mais tiens, je vais peut-être me lancer sur ça. Donc, du coup, cette opportunité-là devient un nouvel objectif et ainsi de suite. Donc, voilà. Merci beaucoup. Parfait. Alors, j'ai une dernière question. Alors, en tant qu'entrepreneur, quels sont les conseils que vous pouvez donner à étudiants et pourquoi pas aux futurs entrepreneurs? Est-ce que ça a été assuré à la dernière phrase? J'ai pas bien compris. Quels sont les conseils que je pourrais donner? Aux étudiants, aux bacheliers et pourquoi pas aux futurs entrepreneurs? D'accord. Pour Ben, moi, par exemple. Bon, un conseil, c'est enfin, ça va paraître très prétentieux, mais enfin, moi, je conseille aux gens d'être curieux, d'être à l'écoute de ce qui se passe. Et puis, pour les gens, par exemple, qui n'ont pas d'idée, qui ont envie de se lancer, on peut partir de sa passion. On peut partir de sa passion et transformer cela en idée. Ou alors, on peut partir des problématiques qui existent, des problèmes qui sont là. Voilà. Donc, un entrepreneur qui veut se lancer, faut qu'il se dise qu'il devient la solution, en fait, de quelque chose qui existe. C'est pas juste se lancer dans une activité parce qu'on va chercher des clients. Le but, c'est que l'entrepreneur, c'est vrai qu'on ne cherche pas forcément à être riche quand on rentre dans l'entrepreneuriat, mais on cherche quand même à être rentable. Donc à ce moment-là, il faudrait avoir la bonne idée, il faut trouver la bonne idée, il faut être curieux, faut partir aussi de ses passions, faut être résilient, faut vraiment avoir envie, faut être sûr aussi de ça. Donc, un entrepreneur qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, faut qu'il se dise que les premières années ne vont pas être difficiles. C'est le travail, c'est l'acharnement au travail, c'est la résilience, c'est la curiosité, c'est le courage qui vont permettre d'avancer. En fait. Donc, il faudrait que l'entrepreneur se dise ça. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de facile. Et quand on a des employés, les employés comptent aussi sur nous. Donc, on doit faire en sorte de pouvoir mener la barque parce qu'on est en quelque sorte le capitaine du bateau. Donc, faire en sorte que le bateau avance et prenne la bonne direction. Donc, merci beaucoup, Madame Maria. Et est-ce que dans le public, il y a quelqu'un qui aurait une question à poser à notre invité d'aujourd'hui? Bonsoir à tout le monde. Bonjour. Et moi, c'est Diallo Modoalio. Veuillez m'excuser, ma caméra est désactivée. D'accord. OK. Et ma première question, en fait, c'est, selon vous, quelle est la différence en termes de difficulté entre le choix du business et la mise en place de ces stratégies?
Ok. Bon, en termes de difficultés, vu que le choix du business ne nécessite pas de moyens, donc si on doit dire quelle est la différence, choisir le business en lui-même, c'est pas quelque chose qui va coûter en fait. Ça va prendre du temps, certainement. Ça va demander beaucoup de réflexion, mais ça va pas, là, on ne rentre pas dans la partie financière, on ne rentre pas dans l'investissement à ce moment-là. Par contre, la mise en place, et ce qui est dangereux, c'est que si on n'a pas choisi le bon business et qu'on on prend toute l'énergie à mettre en place ce business-là qui ne nous correspond pas, qu'on va abandonner le plus rapidement possible, qui n'est pas vraiment structuré, parce que le choix du business, c'est vraiment de penser à toute la stratégie, de penser à tous les aspects, de penser à l'objectif qu'on se fixe aussi en choisissant ce business-là, de sorte que la mise en place va être plus facile en fait. Donc, en choisissant le business, son business, on pense déjà à un plan d'action, de sorte que la mise en place va découler de la stratégie qu'on se sera imaginée. Donc, une différence, pour moi, c'est lié en fait, parce que bah, la mise en place du business dépend du choix du business. Donc, si on l'a bien pensé, si on l'a bien réfléchi, si on a bien vu là où on voulait partir, à ce moment-là, la mise en place va découler d'elle-même. Par contre, dans mise en place, on va penser investissement, et investissement, ça va être aussi financier. Donc, il faut faire très attention. D'accord. Le Et choix du là, business va demander du temps, beaucoup, beaucoup de temps, mais si on l'a bien utilisé, bah, à ce moment-là, la mise en place, elle peut se faire rapidement. Et si on a les moyens, c'est encore top. ok. Et là, pour rappel, je ne suis pas économiste, je ne suis pas élève dans une école de commerce, rien. Je suis ingénieur, je suis élève dans une école d'ingénieur. Et maintenant, à l'avenir, j'envisage en tout cas entreprendre. Et du coup, c'est ce qui a fait que là, j'ai été invité par mon camarade Diallo Tiamama. Et la deuxième question, en fait, c'est est-ce que vous travaillez avec les entrepreneurs locaux? Parce que là, vous avez cette volonté-là d'être, en tout cas, d'être impacté, quoi, d'impacter plutôt le local. Est-ce que vous travaillez avec les entrepreneurs locaux? Bah, bien sûr, déjà, un agriculteur est un entrepreneur. Donc, c'est vrai que j'ai ma propre plantation, mais dans tous les pays où je vais, je n'ai pas de plantation là-bas. Donc, du coup, je travaille déjà avec les producteurs locaux. Ensuite, dans ma stratégie, il y a une partie du café que j'importe ici en France pour pouvoir torréfier, mais il y a une partie du café qui est torréfié sur place aussi en Afrique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que ces métiers disparaissent. Donc, le métier de torréfacteur, si moi je prends tout le café pour venir le torréfier en France ici, mais jamais les pays avec lesquels je travaille, ils vont chercher à s'améliorer. Donc, du coup, il y a une partie de mon café qui est torréfié à l'origine pour pouvoir faire vivre encore ces métiers-là. Ensuite, le transport, bah, ce n'est pas moi qui vais chercher, je fais venir. Donc, du coup, ça fait travailler aussi l'économie des pays. Donc, le fait que je travaille avec différents pays, donc il y a différents acteurs en fait de la chaîne de valeur qui sont impliqués dans mes choix. Et là, par exemple, je dis que je fais des boissons. Moi, je conçois mes boissons. Je fabrique mes boissons. Je n'ai pas de laboratoire, je n'ai pas d'usine en fait de conception de boissons. Donc, je la crée, ma boisson, mais je la fais faire par des locaux. Ici en France, c'est une usine avec laquelle je travaille qui me conçoit ma boisson à partir de mes recettes et à partir des tests que j'aurais fait. Pour les cosmétiques, c'est pareil. C'est des laboratoires qui me créent mes produits à partir de ce que j'ai conçu et que j'ai travaillé. Parce qu'on est sur un secteur qui est très délicat. Je n'ai pas créé mon laboratoire encore, c'est en train de se faire, mais avant ça, je travaille avec des locaux. Donc, tous les intermédiaires qui vont être entre le café et moi, c'est vrai que j'achète directement au producteur, mais pour pouvoir l'acheminer en France, voilà, je travaille avec des locaux.
Et je tiens à cela, justement, pour que ces métiers-là se développent. Et par exemple, mon miel de fleurs de café que je fais, j'emploie un apiculteur pour pouvoir me produire mon miel. Donc, si je comprends bien, le cerveau même de votre entreprise est basé en France. Oui, parce que je vis en France et donc j'ai créé mon entreprise en France. Mais maintenant, j'ai choisi de travailler les produits qui viennent d'Afrique. J'ai choisi de travailler le café qui vient d'Afrique. Donc, de ce fait-là, mon café va être importé. Bon, la France n'est pas... Le café, il pousse que dans une certaine zone. Ça s'appelle la Coffee Belt. Et c'est vraiment une toute petite zone entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne autour de l'équateur. Ce n'est pas beaucoup. Donc, du coup, de ce fait-là, le café, il ne peut pas être produit ici. Mais le fait que je vive ici, le fait que j'ai créé mon entreprise ici, oui, on peut dire que le cerveau est là, mais c'est parce que je vis ici, en fait. C'est mon pays de résidence. Est-ce que selon vous, c'est pas parce que en Afrique ici, la population n'est pas vraiment dans l'optique de consommer véritablement le café? Et c'est pas à cause de ça que vous avez décidé de vous implanter en France? Non, mais je vis en France depuis 2002, en fait. Donc, avant de penser à faire cette entreprise, je vivais en France. Je vis en France, mes enfants sont scolarisés ici, ma vie, elle est en France, en fait. Donc, c'est pas pour cette raison-là. Maintenant, effectivement, les Africains ne consomment pas le café. Mais justement, moi, je suis dans l'éducation. Je suis dans l'éducation, je fais des formations, je fais des ateliers pour amener justement les Africains à consommer. Le café est né en Afrique et beaucoup de gens méconnaissent cette histoire-là. L'arabica est né en Éthiopie, le robusta est né au Congo. Donc le café est définitivement africain. On ne l'a pas importé. Donc, et puis café vient de kawa. Kawa, c'est en arabe. Ça vient de kawa. Donc le café vient de chez nous. C'est notre patrimoine. Et c'est pour ça que justement, je me permets d'être cette ambassadrice-là pour pouvoir faire cette éducation, pour pouvoir amener les gens justement à faire ce café. J'ai déjà entendu des gens me dire, mais ça, c'est un truc typiquement occidental. Je dis, mais pourquoi c'est occidental? Donc, ça peut surprendre que je sois femme et que je sois africaine et que je fasse du café, ça peut surprendre, mais justement, il faudrait qu'on casse ces stéréotypes et que les gens sachent que on peut consommer le café. Et c'est pour ça que j'ai développé plusieurs types de produits à partir du café. Et même quand les gens me disent le café est amer, je dis non, le café n'est pas amer. Donc moi, je vais vous amener à découvrir le café comme on doit le découvrir. C'est pour ça que je suis allée sur le café gourmet pour pouvoir faire cette qualité-là. Comme les gens, il y a beaucoup de personnes qui sont habituées à une qualité médiocre du café, donc on a une perception médiocre du café. On méconnaît le café. Et donc, moi, j'apporte tous les arguments, même au niveau de la médecine, au niveau scientifique, au niveau plein de choses, pour pouvoir montrer que le café, on peut le consommer déjà de plusieurs façons, et ensuite que le café n'a pas l'opinion que les gens pensent. Donc, voilà, je veux casser en fait les préjugés au niveau du café. Donc, je dis comme ça aux gens, je vais vous évangéliser, c'est-à-dire je vais porter la bonne nouvelle du café. Donc, pour moi, coffee is big. Le café, c'est toujours une bonne idée. Le café, c'est ce qu'on doit consommer. Tout le monde doit consommer le café et je veux mettre le café dans le quotidien des gens. Et c'est pour ça que déjà, j'ai commencé par le café qui vient d'Afrique et c'est ce que je vais faire. Je fais que le café qui vient d'Afrique pour montrer qu'on doit consommer ce qui vient de nos terres. Ok, j'admire bien votre engagement, votre détermination. Et là, pour ne pas avoir le monopole de la parole, je me lance dans ma avant-dernière question, c'est en tant qu'entrepreneur, quelles sont les personnes qui vous ont vraiment inspiré? Quelles sont les personnes Qui vous ont vraiment inspiré? qui m'ont inspiré? Oui, oui, oui. Mais moi, c'est tout le monde, c'est même pas des entrepreneurs en fait, c'est des gens de la vie quotidienne en fait. Oui, enfin, on peut dire, les gens vont dire ouais, Bill Gates par exemple, ou voilà, moi, ces personnes-là, c'est pas elles qui m'inspirent en fait, c'est comment les gens arrivent à impacter leur environnement, mais vraiment toutes les personnes qui sont autour. C'est ça qui m'inspire.
Mon père aussi est entrepreneur. Moi, j'ai vu comment mon père a bossé pour nous permettre de faire des études et tout. Donc, moi, j'ai vécu dedans et pour moi, ça paraît plus que normal, en fait. Donc, je ne me voyais pas aller dans autre chose. Mais en tant qu'inspiration, moi, je veux dire, c'est mon ADN. Je ne peux pas dire mon père m'a inspiré, il ne m'a pas inspiré, j'ai ces gènes, en fait. Donc, ce n'est pas une inspiration. Je découle de lui, donc je ne peux pas le dire. Mais pour des entrepreneurs, moi, c'est tout le monde, c'est tous les gens de toute la vie. Ça peut être un journaliste, ça peut être... C'est cet engagement que les gens ont, c'est-à-dire quel que soit ce que les personnes ont choisi de faire, comment elles le font bien et comment elles arrivent justement à fédérer les gens autour de leur idée. C'est ça qui m'inspire en fait. D'accord. Et la dernière question, quelle note pourriez-vous vous accorder depuis l'entame de votre carrière entrepreneuriale? De quoi? Quelle note pourriez-vous vous accorder depuis l'entame de votre carrière entrepreneuriale? Quelle note? Oui, Une note sur quoi? Sur 10, sur 20? sur 10 par exemple. Sur 10? Ouais. Enfin, je suis une personne au risque de paraître prétentieuse qui a extrêmement confiance en ce qu'elle fait. Et même quand je me trompe, je veux bien me tromper parce que ça, pour moi, ça m'inspire tout le temps. Je me dis, les erreurs qu'on fait sont des erreurs dont on doit s'inspirer justement pour continuer. Note, je ne sais pas. Enfin, je ne pourrais pas donner de note, mais par contre, je me dis que je suis pas mal en fait. Je suis pas mal quand on regarde tout le parcours qui a été fait. Et voilà. Après, j'essaie de mesurer. En 2018, personne n'avait jamais entendu parler de Rituel Café. En 2021, aujourd'hui, quand on demande à certaines personnes, ici en France, café africain, les gens vont penser à Rituel Café. Ça me fait plaisir. Donc, ça veut dire que ce que je suis en train de faire est en train de porter ses fruits. Maintenant, me donner une note, moi, je ne pourrais pas me la donner. J'ai confiance en ce que je fais, j'aime ce que je fais et je cherche toujours à m'améliorer. Maintenant, c'est la réaction du public, hein, c'est la réaction des gens autour, pas forcément ceux qui achètent, hein, mais tous ceux qui découvrent le projet et qui sont heureux, qui me permettent de me dire que je suis sur le bon chemin. Au début, on n'y croyait pas, mais aujourd'hui, tous ceux qui entendent mon projet, je n'ai plus jamais entendu personne dire que c'est quelque chose d'utopique ou de rêveur ou quoi que ce soit. Donc, je me dis que je suis sur le bon chemin. Et tant qu'on est sur le bon chemin, c'est une très bonne note, je pense. D'accord. Je vous remercie. Merci et bonne chance à vous. Merci. Bon courage. Bonsoir Maria. Bonsoir Charles. Et moi c'est Charles Odilon. Bonjour Charles. Je suis en Guinée-Conakry. Ah, enchanté Charles. Ok, je suis ingénieur en informatique, ingénieur support. D'accord. MTN Guinée. D'accord. Également, je suis, je vais dire, entrepreneur pas professionnel, parce que je n'ai pas fait des études liées au commerce. Depuis l'université, j'ai aimé entreprendre dans beaucoup de choses dans le domaine de communication. D'accord. L'imprimerie et dans la restauration. Et jusqu'au maintenant, là, je suis postulant au HEC de Rabat pour me spécialiser en entrepreneuriat. C'est génial. Je suis à ma 12e année d'expérience professionnelle. Ok. J'aimerais vous poser une question. Oui. Et vous avez pris combien de temps d'expérience professionnelle avant de vous décider de vous prendre en charge de votre boss? Ok. On va dire 12 ans. 12 ans d'années professionnelles. Je ne parle pas des stages, hein, je parle vraiment où j'ai fait que ça, travailler. Donc, on va dire que ça m'a pris 12 ans.
12 ans dans le sens où j'ai eu aussi des problèmes personnels hein, qui ont fait que voilà, j'ai été divorcée et voilà, donc j'ai des enfants qui étaient en bas âge ok. Mais cette fibre-là ne m'a jamais quittée en fait, ça m'a jamais quittée, mais là en 2017, ça a été vraiment le moment où je me t'ai dit que je n'allais plus jamais travailler en tant que salariée. Et oui, ça m'a pris 12 ans. Étant votre propre employeur, je vais dire, qu'est-ce que vous trouvez en vous aujourd'hui comme réussite personnelle? Qu'est-ce que je trouve en moi? Comme réussite personnelle, au fait. Comme réussite personnelle, ça m'a permis d'être mûre en fait. Hein. Ça m'a permis de pouvoir réagir face à l'adversité, mais aussi aux problèmes. Là, j'étais en train de raconter quand la COVID est venue, il faut réagir. Non seulement j'ai la charge d'une famille, mais j'ai aussi la charge de salariés. Et en tant qu'entrepreneur, ça m'a permis, moi, d'être structurée, en fait, d'être réaliste, de faire attention aussi aux finances, parce que ben, on ne va pas dépenser tout ce qui est, parce que tant qu'on ne travaille pas, ben, ça ne rentre pas. Et quand ça rentre, il faut penser à plus tard. Donc, du coup, le fait d'être entrepreneur, ça m'a permis ça. Mais ça m'a permis d'être aussi beaucoup plus curieuse que je ne l'étais. Parce que pour pouvoir innover, il faut que je sois curieuse. Il faut que je sois boulimique, il faut que je cherche. Et puis, ça m'a permis de pouvoir aussi discuter, de pouvoir convaincre, parce que si je ne convainc pas les gens, je ne peux pas vendre mes produits. Si je ne sais pas discuter avec les gens, je ne vais pas vendre mes produits. Si on m'invite que je n'arrive pas à discuter, les gens ne vont plus vouloir m'écouter. Et j'ai su aussi, bon, c'est des aspects que j'ai pu développer justement côté personnel, en fait. OK. Quand vous avez pensé lancer votre produit, quand vous avez pensé ajouter de la valeur et vous avez monté votre projet, du coup, j'ai attendu vous dire, je vous ai entendu dire que vous n'avez pas eu, n'est-ce pas, ici, à présenter votre business plan aux gens. Du coup, votre motivation a fait que vous avez eu un financement. Mais c'est un produit africain que vous développez. La segmentation que vous avez faite, vous l'avez juste orientée vers l'Europe. Aujourd'hui, quelle est votre segmentation au niveau de l'Afrique? Non, je n'ai pas orienté je n'ai pas orienté vers l'Europe. Je vis en Europe. Il faut savoir aussi qu'avant de se lancer dans un secteur, on regarde, d'accord? Les 3/4 des consommateurs de café se trouvent en Occident. Les 3/4, OK? Les revenus qui sont engendrés par l'industrie du café, 90% sont ici et 10% seulement retournent dans les pays producteurs. D'accord? Donc, les premières personnes qui sont concernées par le produit que moi je vais commercialiser se trouvent en Occident. Donc, et je vis en Occident. Mais ce que je fais, c'est de pouvoir faire connaître ces produits-là. Donc, déjà, vendre ici, parce qu'un entrepreneur, il cherche à vendre. Et maintenant, du côté de l'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Si les 3/4 de la production mondiale sont destinés à l'Occident, ça veut dire qu'il ne reste qu'un quart, donc 25% de toute la production. Si les gens ne consomment pas le café, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas et tout. Donc, je n'ai pas besoin, en Europe, ici, je n'ai pas besoin de faire une éducation ou d'informer les gens et tout. Par contre, en Afrique, j'ai besoin d'aller sur ce créneau-là. Donc, la stratégie ne va pas être la même selon le territoire où je me trouve et selon le type de clientèle que je recherche. Donc, en Afrique, en me lançant en Afrique, et je suis implantée en Afrique, en Côte d'Ivoire, depuis mai 2021, mais tous mes produits sont sourcés d'Afrique. Donc, en m'implantant en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est emmener les gens justement à consommer le café. Parce que ça ne se consomme pas, au lieu de plutôt tout envoyer à l'étranger, au lieu de faire partir toute la production là-bas, on va amener à connaître notre produit.
on va le connaître, on va savoir comment on peut le transformer, ce qu'on peut en retirer. Voilà. Donc, c'est toute une éducation et ça prend un peu plus de temps. Mais je vends déjà en Afrique, ça je le vends déjà. Même étant ici, puisqu'il y a les réseaux sociaux, donc il n'y a pas vraiment de frontières et tout. Donc, il y a des gens qui me commandaient des produits depuis ici que j'envoyais là-bas. Mais le fait d'être implanté là-bas et tout, je vais vendre, mais je vais aussi travailler l'éducation parce que le but, c'est d'amener plus d'Africains à consommer. Donc, en fonction du produit qu'on a choisi, en fonction du territoire où on se trouve, les problématiques ne sont pas les mêmes. Et il faut savoir détecter ça pour avoir la bonne stratégie quand on s'installe. OK, merci Maria. Je vais poser, j'ai 2 dernières questions, je vais les poser. Vu votre CV, votre carrière professionnelle, ça vous a facilité votre entrée en entrepreneuriat hein, à travers les postes de manager que vous avez gérés. Et aujourd'hui, nous autres, nous sommes des entrepreneurs amateurs. Ce qui fait que nous voulons aller vers une formation. Et cette formation est vraiment productive pour toi? Est-ce que c'est nécessaire pour quelqu'un déjà qui n'a pas fait l'école de commerce, qui entreprend, mais du jour au lendemain, comme on le dit, il y a plus des surprises sur le marché, il y a plus des obstacles. Mais quelle est la nécessité de se former réellement pour être un entrepreneur expert ou professionnel? D'accord. Bah, c'est une très bonne question. Il y a quelques années, quand moi, je commençais, ces formations, ça n'existait pas. Quand moi, j'étais étudiante, en tout cas, à HEC, la formation sur l'entrepreneuriat n'existait pas. Si aujourd'hui, on arrive à faire des formations sur l'entrepreneuriat, c'est parce que le besoin s'est créé. Et je trouve que c'est une richesse. Moi, je pense que si moi, j'avais fait cette formation-là, j'aurais gagné quelques années. Mais ça m'a enrichi d'avoir toutes ces expériences. Donc, du coup, d'avoir cette formation, et c'est ce que M. Watt a résumé en disant, ben, ils vont développer en fait certaines skills qu'ils vont enseigner en fait pendant le cursus d'entrepreneur. Donc, c'est une très, très, très bonne chose. Et je pense que pendant ce cursus-là, on peut même être amené à pitcher son propre projet. Il faut profiter en fait de cette formation-là pour pouvoir asseoir en fait son propre projet parce qu'il y aura les compétences nécessaires à côté pour pouvoir accompagner. Ce dont moi, je n'ai pas forcément bénéficié, c'est vrai que mon père est entrepreneur, je suis dans une famille d'entrepreneurs, mais ce n'est pas la même chose. Mon père, c'est un ingénieur télécom. Il n'a pas fait d'école de commerce, il n'a pas fait, voilà. Donc, il s'est formé aussi sur le tas, voilà, et puis il a fait ça. Donc, moi, si j'avais eu aussi cette formation-là, oui, je pense que j'aurais gagné. Et donc, c'est un avantage, c'est un énorme avantage que vous avez. Et profitez des profs qui sont là pour asseoir vos projets. Ils vont vous aider à pouvoir les mettre, à pouvoir les tester, à pouvoir… ça va vous faire gagner énormément de temps, mais pratiquez pendant que vous êtes étudiant. Donc, ça permet de tester le marché, ça permet de tester son produit, son idée et tout, de pouvoir rectifier. Et comme ça, quand vous rentrez dans l'entrepreneuriat, les 2 pieds joints, vous avez déjà eu cette expérience-là pendant la formation et vous avez eu des personnes pour vous superviser. Comme des mentors, en fait. OK, merci Maria. On va revenir sur votre produit, le café, et aussi sur l'Afrique. Votre produit, les matières premières viennent de l'Afrique. Vous venez de dire que les 3/4 de vos consommateurs sont en Europe. Non. Vous avez… Les 3/4 de la consommation, les 3/4 de la consommation mondiale de café se trouvent en Occident. Le café, c'est en Occident, je veux dire en Occident. Et vous avez développé que vous faites déjà des dérivés de votre produit. Au départ, c'était pour faire du café, pour que les gens dégustent. Et bien, après, vous avez trouvé que ces déchets pouvaient vous servir et vous avez commencé à transformer. Avez-vous pensé que cette transformation des déchets n'a pas de produits qui peuvent intéresser l'Afrique? Mais je vends en Afrique, je n'ai pas de problème avec. Mais c'est vous pouvez me citer quelques dérivés que vous développez déjà à part le café de boisson? Ah, parce que le café, en fait, il faut connaître aussi. C'est pour ça que je fais de l'éducation, d'accord? Le café, quand il arrive, il est comme ça. C'est des grains verts.
D'accord? Ouais. Et c'est avant d'appeler des grains verts, il est dans un fruit. Le café est dans un fruit. Et quand il arrive en Europe, il est comme ça. Mais quand on enlève la peau, ça reste en Afrique. C'est en Afrique, ça. Ça, cette peau-là, ça me vient de l'Afrique, en fait. C'est pas ici que je le fais. Tout est fait en Afrique, en fait. Donc, les gens, ils consomment déjà en Afrique. Moi, j'ai plein de clients qui sont dans les pays africains qui vont citer des produits qu'ils consomment de chez moi. Donc, c'est déjà là-bas, en fait. Le but, c'est que je vis ici. Moi, la France, c'est mon pays. Je ne vis pas en Afrique, je vis en France. Mais une partie de ma société qui est implantée en Afrique vend les produits en Afrique. Et tous les produits sont produits en Afrique avant de venir ici. La boisson, je la transforme ici. Pourquoi? Parce que c'est ma création, c'est mon idée. Je ne veux pas déléguer ça à quelqu'un pour que ma recette, c'est une recette que j'ai conçue. Donc, je développe là où je me trouve, en fait. Et c'est normal. Mais tout est produit, tout est là-bas. Le café, il arrive comme ça. Donc, quand on enlève et tout ça, tout vient de là-bas. OK, merci beaucoup, Maria. Et merci pour votre bravoure. Et vraiment, j'aimerais que tu animes d'autres palettes qui peuvent permettre aux femmes africaines d'être comme vous, de s'intéresser beaucoup à l'entrepreneuriat. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, chacun cherche à être dans un petit boulot pour avoir un petit salaire, surtout au niveau des femmes. Vraiment, je vous félicite et bonne chance et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Charles. À très bientôt. On a M. Amadou Ribari qui a levé la main. M. Amadou, est-ce que vous pouvez poser votre question? Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Barry Amadouri. Je suis de la République de Guinée. Voilà. Et moi, je suis manager de Dream for Africa, un centre d'affaires qui accompagne des entrepreneurs. Oui. Et j'ai suivi avec attention l'intervention de Maria par rapport au café. J'ai deux entrepreneurs qui j'accompagne dans ce domaine, qui font de la culture et de la transformation. Ils organisent en quelque sorte des communautés à la base. Ça, c'est à Mali, au Mont-Laura. Est-ce que c'est possible, dans un premier temps, de vous mettre en relation pour d'éventuelles collaborations sud-sud en vue de commercialiser les produits des cafés en Europe, si vous avez des débouchés de commercialisation? C'est super. C'est super. Donc, c'est des entrepreneurs qui font du café, hein, qui sont en Guinée, c'est ça? Et vous pouvez même trouver, si vous faites des recherches, le café du Fouta. Et il y a d'autres qui viennent d'installer une plantation ces derniers temps. Ils sont en train de C'est où? D'accord. Elle est située où, cette plantation? À Mali. Comment? Mali, Yemberin. C'est une préfecture située au nord, proche du Sénégal. Ok, nord de Guinée, proche du Sénégal. Ok, je vais regarder. Et donc, c'est quoi? C'est du Robusta ou c'est du quoi? Ziama? Comment on appelle? C'est du Robusta? Bon, je crois je pourrais vous envoyer des informations par rapport, je crois que c'est du Arabica. C'est de l'Arabica? Arabica. Ouais. Je sais que vous en avez Oui. un tout petit peu, vous. Ok. Je veux bien être en relation avec et je m'intéresse à ça. Là, au mois de mai, j'étais à la frontière guinéenne et j'ai pas osé partir jusqu'en Guinée, mais il se pourrait qu'au mois d'octobre, je pense que la récolte, elle a lieu quand là-bas? C'est à Bon, partir je ne maîtrise pas trop le calendrier parce que moi, je suis à Conakry actuellement. Mais je pourrais vous mettre en relation pour que vous puissiez échanger. Ah, je veux pas bien. comment on va échanger les contacts. Voilà. Je veux bien. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais laisser mon adresse ici. Je ne sais pas si vous voyez ça. Rituelcafé.com. Et puis, je peux laisser mon WhatsApp. Je peux laisser mon WhatsApp. D'accord.
Ok, c'est bon. Donc, la deuxième chose, c'est par rapport un peu au marché africain, parce que vous avez évoqué que la population n'est pas informée souvent de la consommation du café. Bon, je ne maîtrise pas peut-être les autres environnements, mais en Guinée, c'est un produit très consommé. L'une des difficultés que les entrepreneurs rencontrent, ou plutôt que les clients n'achètent pas les produits des Africains, c'est parce que l'offre n'est pas adaptée à l'Afrique généralement. Vous savez, le tenant compte du pouvoir d'achat du Guinéen, par exemple, il ne peut pas se permettre d'acheter un sachet qui coûte à peu près plus de 5 dollars ou bien 10 dollars, alors qu'en Europe, c'est possible peut-être que quelqu'un achète. En Guinée, c'est carrément impossible. Et la plupart des consommateurs du café vont dans des bars, ils le font. Et ça dépend de l'usage que le consommateur en fait. Il y a d'autres qui utilisent pour avec comment je vais appeler ça, les appareils là, où on met les graines à l'intérieur, les Ouais, la cafetières. machine espresso, la machine à café. Voilà. Les autres, ils utilisent des machines semi-industrielles qui font sortir ce qu'on appelle le café noir. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait des études, est-ce que vous avez réalisé dans ce sens? Ça me ferait plaisir d'avoir ces informations et pourquoi pas échanger sur de nouvelles offres possibles pour le marché africain. D'accord. Il faut savoir que la consommation du café, elle dépend en fait des pays. On ne va pas consommer le café au Maroc comme on le consommerait en Côte d'Ivoire, comme on le consommerait en Guinée. Et le palais de chaque population est différent. Pardon. Donc, du coup, une étude en tant que telle, non. C'est vrai que les gens ne sont pas habitués à acheter le café très cher. Le café souffre en fait de cette mauvaise réputation. C'est pour ça qu'on va déjà dans l'éducation. Parce que quand quelqu'un sait ce qu'il achète, parce que eux, par exemple, le Guinéen, c'est vrai, il va pas mettre ce prix-là, mais il est d'accord de mettre une certaine somme dans certains autres produits, en fait, parce que pour lui, ça répond à la qualité qu'il souhaite ou ça répond à l'image qui s'est faite et tout ça. Donc, c'est d'utiliser en fait ces mécanismes-là, ce qui fait qu'un Guinéen est capable d'acheter tel ou tel produit à tel prix et pourquoi pas celui-là. Donc, c'est tout un travail en fait qu'il faut faire sur cette population-là. En Côte d'Ivoire, je ne fais pas le même travail. Au Rwanda, ce ne sera pas le même travail parce que chaque population a plus ou moins ses habitudes. Maintenant, ce qui est possible de faire, c'est aussi de diversifier. Que le producteur en fait utilise presque tout le potentiel que peut lui procurer le caféier pour pouvoir augmenter ses revenus. Si on n'est pas capable de vendre à un certain prix, faut voir, sans pour autant lésiner sur la qualité, faut voir dans quelle mesure on peut produire quelque chose qui ne va pas revenir très cher. Donc ça, il faut vraiment être sur le terrain, il faut que je voie, il faut que je m'imprègne, il faut que je fasse un certain nombre de choses. Est-ce qu'il faut mutualiser certains trucs plutôt que chacun ait son unité de production? Est-ce qu'on ne va pas mettre ensemble pour pouvoir casser les coûts? Donc, il y a une partie de cost killing à faire. Voilà. Et c'est en cela que le fait que j'ai fait des études à HEC et que j'ai travaillé un peu, ça me permet de pouvoir avoir ce petit type d'idée. Mais toujours est-il qu'il faut être sur place pour que je vois. Je ne peux pas en parler comme ça parce que je ne connais pas la réalité du terrain. Là, je donne des pistes générales où je me dis effectivement, s'ils ne sont pas habitués à payer tel prix, donc on va calculer le coût de production. Et au niveau du coût de production, on va voir à quelle étape on va pouvoir agir sans toucher à la qualité, bien sûr, mais à quelle étape on va pouvoir agir pour pouvoir diminuer ce coût-là, pour que justement on puisse donner un coût assez raisonnable en fait pour le client. Maintenant, on va aussi aller sur la motivation, donc on va aller sur des éléments de marketing pour voir
qu'est-ce qui motive en fait le client. On va aller sur l'étude comportementale aussi pour voir comment il réagit quand il a tel ou tel produit qui se rapproche plus ou moins de ça et pourquoi il est prêt à payer telle somme et là, il n'est pas prêt à payer telle somme. Donc, voilà, donc c'est vraiment un travail à faire et la Guinée, je ne la connais pas suffisamment. Ce que je connais de la Guinée, c'est très peu, mais je sais que vous avez de très bons produits. Le café en Guinée est très bon. Et en ce moment, j'ai un de mes partenaires ougandais qui est là-bas en ce moment en train d'accompagner certains producteurs. Donc, mais il y a de quoi faire. D'accord. OK, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup, Madame Maria. Et pour votre information, vous avez dit être passé à HEC en 2001 et malheureusement, je ne dirais pas malheureusement, je dirais heureusement, c'est l'année à laquelle moi je suis né. Ah ouais, c'est Donc, génial. donc ça fait un peu, Moi ça fait aussi. bizarre, moi. Ça fait plaisir d'apprendre que C'est voilà. génial ça. Waouh. HEC est né en 88, je crois, 1988. Donc, je pense que c'est vraiment ancien et voilà, on apprend beaucoup de choses de jour en jour. Jusqu'à présent, je pense que et l'image qu'on a appris de l'école, on a trouvé la même image et jusqu'à présent, l'école garde son image et on est très content de l'image que l'école donne. Super. Vous me donnez Et trop envie de revenir là. Ça me donne envie de venir là faire un tour. Vous êtes toujours la bienvenue. toujours la bienvenue, Madame Maria. Je vais Et bien. vraiment merci. J'embrasse beaucoup votre, comment dirais-je, votre engouement, votre courage. Et vraiment, je pense que vous venez de rentrer dans la petite liste des personnes qui m'inspirent un peu C'est dans ce que je vais faire plus tard. gentil. Et donc, comme vous venez de le dire il n'y a pas longtemps, et merci beaucoup et toujours garder le sourire et dire que café is big. Oh yes, Merci beaucoup. coffee is big. Et merci à tout le monde et à tous ceux qui ont participé. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Rita, merci tous les participants. Merci, ça a été un plaisir, un honneur Merci. de revenir. Merci beaucoup. Merci Maria, pour nous. Merci. Ok, bye bye. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.